Donc allons-y, rentrons dans le détail. On peut commencer avec le premier joueur du jour. Justement, allons sur Eric Gordon, si tu veux bien. Eric Gordon, donc 10 saisons sur la décennie, même s'il n'y en a que 9 de vrais, pour le coup, à cause d'une blessure. On va en parler. 16 points de moyenne sur la décennie, 32 minutes de jeu aussi, c'est plutôt pas mal. En termes de minutage total, 16 800 minutes. C'est le 76e total de la décennie. Bon, c'est vrai que 76e total, ça paraît bas par rapport au fait qu'il a fait 10 saisons quasiment. On en reparlera. 525 matchs. Ça, c'est à peine 132e total de la décennie. Encore une fois, on va parler des blessures. En termes de récompenses individuelles, il a été élu 6e homme de l'année en 2017. J'avais un peu oublié, moi, ça, pour le coup. Et puis c'est à peu près tout. Et puis donc, les comparaisons de draft, donc de NBADraft.net à l'époque, pour eux, Eric Gordon, ça allait être Mitch Richmond. Bon, ça va, ça passe, je pense. Ouais, d'une autre époque, quoi. Mitch Richmond d'une époque différente, quoi. Oui, tout à fait. Avec plus de tirs à 3 points et peut-être athlétiquement un peu en dessous, quoi. Mais ouais, c'est pas si mal. Et puis Draft Express à l'époque, pour eux, le meilleur scénario possible, c'était littéralement un Richman Ben Gordon. Donc un Ben Gordon en mieux, on va dire. Ouais. Ah tiens, mais j'ai pas noté le pire scénario possible. Peut-être je rajouterai au montage. C'était Shannon Brown, le pire scénario possible pour eux. Shannon Brown qui était l'arrière ultra explosif, mais pas grand-chose de plus, des Lakers de Kobe Bryant. Donc voilà un peu pour les comparaisons de draft. Et puis, alors là, étonnamment, il y a pas mal de surnoms un peu loufoques de basketball référence. On a, alors, est-ce que tu l'as déjà entendu être appelé The Hobbit? Du tout, alors ça. On est d'accord. Ah non, le jamais. Hobbit. Jamais. Jamais. Après, on a du Eric Gordon, enfin du E.G. Classique. Ouais. Splash Gordon, pas mal, hein, Splash Gordon. C'est dommage que ça n'ait pas été un shooter d'ultra élite parce que ça aurait été très sympa, Splash Gordon, par rapport à Flash Gordon. Et puis pour te dire aussi à quel point il est vieux, entre guillemets, son surnom c'était 3G. Parce qu'à l'époque, c'était ça qui était à la mode. C'était la 3G. C'est pas mal, ouais. Bon, voilà. Ouais. Voilà pour les surnoms sympas de basketball référence. Son parcours rapidement, avant qu'on entre sur le joueur et décrire un peu sa décennie et son profil. Son parcours, tu m'interromps quand tu veux. Il a 22 ans au début de notre décennie, puisque, on rappelle, c'est le 7e pick de la draft 2008, et donc au début de notre décennie en 2010-2011, du coup il a 22 ans, et donc saison 2011, il est encore aux Clippers. Une équipe très jeune des Clippers avec du Blake Griffin, du DeAndre Jordan, du Bledsoe, du Aminou, et donc Eric Gordon. Et donc cette année 2011, il ne fait que 56 matchs. Bon, c'est déjà pas mal pour lui. Mais il est à 38 minutes de jeu de moyenne, voilà, 22 points par match. Donc il est à 22 ans, 22 points par match en NBA aux Clippers, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que durant l'été, ou non, durant l'hiver, pardon, parce que c'est après le lockout, il y a le fameux échange de Chris Paul, bien sûr, qui lui, du coup, il fait le chemin inverse vers les Hornets à l'époque de la Nouvelle-Orléans. Et donc, saison 2012, il ne fait que 9 matchs, pour raison de grosses blessures, bien sûr. 2013, il revient, il fait 42 matchs, à peine, donc à peine la moitié de la saison. Mais sur le temps où on le voit, il fait du 17 points de moyenne, 30 minutes de jeu, voilà, assez correct, on va dire, mais peut-être pas au niveau qu'on avait espéré au tout début. 2014, de nouveau, 15 points de moyenne. Un peu décevant peut-être, je sais pas, on va en parler, mais 32 minutes de jeu par match, donc là, il retrouve une bonne place dans la rotation. Il faut dire aussi que l'année 2014, c'est l'année où il y a une rotation à 3 avec Jean Holiday, Tyreke Evans et donc Eric Gordon un peu pour les postes 1 et 2, on va dire. Et puis c'est surtout la première année des Pelicans. Tout à fait, exactement. Il passe des Hornets aux Pelicans. Exactement. Et du coup, donc pas de playoff, évidemment, je précise pas pour toutes ces années. Il connaîtra enfin les playoffs en 2015, cette année-là. Cette saison 2015, il a 13 points de moyenne, 33 minutes par match, dans une équipe où Tyreke Evans devient le meneur de jeu avec Anthony Davis qui explose. Et donc en playoff, ils finiront 8e de conférence. Ils se font sortir contre les Warriors au premier tour, malheureusement. 2016, il est toujours du côté des Pelicans, 33 minutes de jeu titulaire. Il ne fait que 45 matchs, encore une fois, cette année-là. 15 points de moyenne. Pas de playoff cette année-là. C'est un peu la déception des Pelicans qui n'arrivent pas à confirmer. Et puis ensuite, un peu le tournant peut-être pour lui. Après toutes ces années à la Nouvelle-Orléans, il signe à Houston durant l'été 2016. Il sort du banc, il est 6e homme de l'année, on l'a dit. 31 minutes par match, 16 points de moyenne, dans une très très bonne équipe des Rockets, qui malheureusement est éliminée au deuxième tour des playoffs par les Spurs. Le fameux contre de Ginobili sur James Harden au deuxième tour. Ce qui était un peu un upset, mine de rien, ou en tout cas un peu une déception pour Houston. 2018, c'est l'année avec Chris Paul qui est arrivé, donc la grande année avec le Switch All, avec
Houston qui a plus de 60 victoires en saison régulière, etc. etc. 31 minutes de jeu pour lui, toujours 18 points de moyenne. Et en playoff, c'est les fameuses finales de conférence contre les Warriors, on va pas insister là-dessus. 2019, il a encore gros temps de jeu, 32 minutes par match, encore avec un rôle important, 16 points par match. En playoff, encore une fois en 2019, contre les Warriors au deuxième tour, cette fois. Et puis 2020, pour finir la décennie, encore une fois aux Rockets, mais cette fois à peine 36 matchs sur cette saison-là, parce que c'est la saison du Covid, mais aussi parce que lui est encore blessé malheureusement. Et 28 minutes, 14 points, voilà. Grosso modo, on est encore sur du Eric Gordon classique, on va dire. Et donc, pour te lancer un peu sur son profil et sur sa décennie, c'est vrai que c'est pas forcément le joueur qu'on pouvait espérer au moment de la draft, à ses débuts en 2008, avec peut-être un potentiel de star, mais je trouve qu'on a quand même eu un joueur valuable sur toute la décennie. Ouais, mais ce qui est super intéressant, c'est que ce potentiel de star qui porte le ballon, qui prend des pick and roll, qui a vraiment beaucoup de responsabilités offensives, on l'a eu à peu près sur sa dernière année aux Clippers et sur ses 2 premières années aux Hornets. Et puis après, bon, il y a eu l'arrivée d'Anthony Davis et puis cette rotation avec Jrue Holiday, Tyreke Evans, qui a fait qu'il a peut-être eu un peu moins le ballon dans les mains. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu cette Eric Gordon expérience où on a décidé de lui mettre le ballon dans les mains, d'exploiter, enfin de tester en tout cas son playmaking et de voir s'il était capable d'avoir des responsabilités en termes d'organisation du jeu et d'implication de ses coéquipiers. Et c'est peut-être ces années-là que j'ai un peu de mal à vraiment quantifier et à donner une valeur à son impact. Puisque c'est vrai que maintenant, Eric Gordon, quand on pense à son profil, forcément, biais de récence, mais pas seulement biais de récence, surtout biais de pic de performance, en fait. Ouais. Quand on pense à Eric Gordon, enfin personnellement, moi je l'imagine dans un corner, attendre la balle de James Harden et puis après en défense faire du switch et être super efficace là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est en même temps décevant d'avoir vu cette expérience de Eric Gordon première ou deuxième option offensive avec le ballon dans les mains un petit peu écourté. Mais en même temps, c'était pas forcément là qu'il était le plus efficace ou qu'il avait le meilleur impact sur du basket pour aller loin en playoff, quoi. Et ensuite, je pense qu'il a fait un très bon choix d'aller à Houston, de changer un petit peu de rôle, d'avoir un petit peu moins la balle dans les mains, même si j'ai quand même le souvenir sur ses premières années à Houston qu'on n'était pas encore dans l'héliocentrisme hyper poussé de James Harden qui avait la balle, 75% des possessions. Eric Gordon avait encore la balle dans les mains sur certaines actions. Un peu à moindre niveau qu'allait prendre Chris Paul. Mais il y avait toujours cette capacité d'Eric Gordon à prendre le ballon qu'il a totalement perdu après en fin de décennie. Mais en fait, il a porté un peu, avec Ryan Anderson dont tu parlais, cette première année, là, 2017, il a porté un peu de variété offensive, justement, avec des jeux en sortie d'écran, un peu plus de dynamisme, peut-être. Là où c'est vrai qu'après, quand Chris Paul est arrivé, donc 2018, dès l'année d'après, c'est de suite devenu un peu du à toi à moi, des pick and roll et des isolations pour rechercher le mismatch, quoi. Ouais. Et puis même si on revient au tout début de la décennie aux Clippers, pour le coup là, je parlais des Pelicans et des Hornets, plutôt des Hornets au début. Eric Gordon avait beaucoup la balle dans les mains. Mais par contre, c'est un peu compliqué de quantifier encore une fois son impact parce que c'est fait dans une équipe qui est vraiment pas bonne et il arrive à prendre cette équipe et à hausser le plancher, mais jamais très haut, quoi, puisque ils finissent très mal. Mais par contre, on voyait très bien que c'était lui qui portait l'équipe puisqu'il avait si on rentre un peu dans les stats, il avait un on-off qui était très bon très tôt dans sa carrière, quoi. Bah, c'est là-dessus où, enfin, il faut se rendre compte aussi que c'est pas pour rien que c'était un peu la pièce centrale du trade de Chris Paul, c'est que on est sur quelqu'un qui a, je l'ai dit, avec une grosse production, 22 points par match, il n'a que 22 ans, il a du shoot, il a de l'explosivité, et il a un background, il a été drafté il y a 3 ans plus tôt en tant que, peut-être pas futur superstar, mais avec un très haut choix de draft, quoi. Donc, ouais, il est drafté 7ème. c'est ça, ouais, 7ème de la draft 2008. Donc il y avait un peu ce côté potentiel assez intéressant, et très jeune, très productif, donc c'était aussi alléchant peut-être de ce côté-là sur le marché. Après, je pense que la première chose qu'on est un peu obligé de dire, malheureusement, on est un peu obligé de parler des blessures avec Eric Gordon. C'est malheureux, mais c'est comme ça, dans le sens où j'ai compté autour de 260 matchs loupés, manqués en 10 ans. Je compte pas les années 2021-2022. Hein. Sur notre décennie, je veux dire. 260 matchs manqués pour blessure sur 780 et quelques possibles. Et donc, en gros, c'est à peu près 33%, à peu près un tiers des matchs possibles qu'il pouvait disputer, qu'il a manqué pour blessure.
c'est quand même beaucoup. Donc il y a ce premier aspect-là, hein. C'est pour ça que je disais, il a fait 10 ans dans la décennie presque. Mais contrairement, tu vois, par exemple, à Wes Matthews, qui est dans le top 10 en termes de minutage, lui, il est que 78e et quelques. Donc ça, c'est un peu malheureux et c'est à cause de toutes ces blessures. Donc il y a cet aspect-là de manquer des matchs, mais surtout, il y a aussi l'autre conséquence de ces blessures, c'est la- comment ça a affecté son jeu. Je pense que tu seras d'accord, mais il y a eu un côté avec des blessures, une perte d'explosivité qui était justement un peu sa force, hein, quand à la draft, c'était ce combo de pouvoir faire les deux, à la fois le shoot et le drive, de par cette explosivité. Et c'est quelque chose qu'il a finalement gardé un peu jusqu'à la fin, hein. Même à Houston 2018, il y avait encore certaines séquences, il pouvait placer un bon premier pas sur isolation, ce genre de choses, mais clairement, on voit qu'il y a un déclin physique à cause de toutes ces blessures, et même, voilà, il y a une vraie cassure à partir de 2014, on va dire, qui est assez flagrante au niveau des stats, dans le sens où un indicateur qui est toujours bon pour évaluer l'état physique, peut-être si on peut dire, c'est la fréquence, à quel point un joueur va au panier. Il était autour des 36 ou 40% de tirs pris au panier avant 2014, ce qui était vraiment très bon, hein, dans le 82e centile de son poste. Et après 2014, c'est tombé à peine 26% de tirs au panier, contrairement à 36-40, à 26% à peine. Et là, on est sur un joueur beaucoup plus moyen par rapport à sa position. On est autour du 40e centile, donc à peine mieux que 40% des autres joueurs à sa position. Donc il y a ce côté fréquence qui est un indicateur, premier indicateur. L'autre, c'est évidemment l'efficacité aussi au panier, où il était à 60% d'efficacité au panier jusqu'en 2014, qui était très bon, presque élite. Et ensuite, il est tombé, après 2014, presque d'un coup, à autour des 50%, on va dire, qui est là beaucoup plus autour du à peine le 20e centile, donc à peine mieux que 20% des joueurs à son poste. Donc bref, autre indicateur aussi, d'ailleurs, allez, pour le coup, rajoutons-le, les lancers francs, où il semblait être vraiment élite au début de sa carrière jusqu'en 2014, pareil, hein, avec par exemple la stat du shooting foul de percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Il était autour des 14, 15, 16% de shooting foul percentage, 90e centile, donc mieux que 90% des joueurs à son poste. Après la blessure, après 2014, ça tombe à moins de 10% sur cette stat-là, et à peine mieux que la moitié des joueurs à son poste. Donc bref, il y a plein d'indicateurs comme ça qu'on peut recouper, et même dans le jeu, ça on l'a observé tout au long de la décennie. Voilà, tu parlais des Clippers, c'est le fait de porter cette équipe-là, il le faisait aussi avec son scoring et avec cette explosivité, et finalement elle est partie, pas complètement et pas non plus d'un coup, mais elle est partie, on n'a pas eu sur toute la deuxième moitié de la décennie le joueur qu'on aurait pu avoir, quoi. Ouais, absolument. La stat des finitions au cercle, enfin de la fréquence de tir pris au cercle, de l'efficacité, je me l'étais aussi noté et j'allais en parler parce qu'elle est super marquante de l'évolution du joueur. Mais d'ailleurs, ça compte pour tous les joueurs dont on parle aujourd'hui, et c'est ça qui est super intéressant quand on regarde la décennie d'un joueur, son évolution. On voit en fait les évolutions physiques et le fait, enfin, ce que ces évolutions physiques ont comme conséquence sur le jeu, quoi. Ouais. Et si on peut parler de la défense aussi, et puis là, c'est pas forcément des évolutions physiques, mais son changement de rôle offensif a aussi changé sa défense. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, les indicateurs statistiques de sa défense avant qu'il arrive à Houston sont sur certaines saisons moyens, sur la plupart des saisons extrêmement mauvais. Ouais. Parce que c'était quelqu'un à qui on demandait de faire beaucoup, qui était vraiment beaucoup responsabilisé en attaque et qui allait beaucoup au cercle. Voilà, qui prenait des pick and roll, qui allait au cercle sans pour autant être un athlète de très haut niveau. Donc c'était toujours des drives qui devaient se faire au contact. Et donc j'ai quand même cette impression que avant qu'il arrive à Houston, où là du coup comme il avait un rôle un peu amoindri en attaque, il prenait un peu des possessions où il se reposait un peu en défense, quoi. Ouais. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis dit oui, certes, effectivement, son attaque te donne un plancher sur des équipes en début de décennie. Par contre, voilà, il y a toujours ce souci de défense, quoi. Mais ça n'empêche pas que c'était un très bon joueur offensif, quoi. Après, sur le côté défensif, c'est vrai que j'ai pas énormément de souvenirs de sa défense avant Houston, pour le coup, parce que c'était pas des équipes que je regardais beaucoup, hein, très simplement, et que c'était un peu difficile ensuite de retrouver des matchs. C'est vrai que je
je suis un peu méfiant peut-être vis-à-vis de ces stats-là. Je pense qu'on peut les nuancer dans le sens où j'avais pas non plus un souvenir, comme disent certaines stats défensives, qu'il était parfois mauvais ou parfois cata. En tout cas, cata, non. Très bon non plus, excellentissime non plus. C'est juste, voilà, je pense qu'il était autour de la valeur neutre, parfois mauvais dans les mauvaises séquences, justement, et que peut-être on a eu un step-up défensif, effectivement, avec un nouveau rôle à Houston. Mais c'est vrai que c'est pas impossible qu'il ait été une valeur neutre négative, peut-être en début de première moitié de décennie, donc ça compte aussi. Après, par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu dommage que comment dire. En fait, par rapport à son rôle, soit on le compare à des stars et on dit que bah, finalement il était en dessous de ces standards-là, soit si tu le compares justement par rapport à Houston à des 3&D un peu classiques, en fait, ce qui était bien avec Eric Gordon, c'est que c'était beaucoup plus qu'un simple 3&D. Ouais. Notamment, je parle de offensivement pour le coup, parce que la défense à Houston, elle était pour moi passable, voire même très valuable sur les séquences en switch all. Hein. Donc voilà, ça c'était intéressant. Et puis, comme je dis, pour l'attaque, t'avais pas juste un shooter un peu statique, t'avais pas juste un 3&D qui prend des catch and shoot et pas plus. T'avais quelqu'un qui non seulement pouvait faire des shoots en mouvement avec des sorties d'écran, mais qui en plus pouvait aussi attaquer des close-out. Ce que par exemple pouvait pas faire Danny Green ou d'autres profils comme ça. C'est-à-dire que quand t'as une rotation qui vient vers lui et que le catch and shoot n'est plus possible, Eric Gordon, il a quand même ce passif, entre guillemets, ce bagage technique pour attaquer en sortie de dribble, attaquer le close-out et ensuite faire une action ou aller au panier. Donc ça restait quand même intéressant à mon sens. C'est le côté, là où pour moi il y a eu beaucoup de valeur, c'est le côté à 3 points d'abord, en catch and shoot. La création, on va dire, un peu secondaire ou tertiaire à balle en main, parfois, où il pouvait te faire de l'isolation ou occasionnellement. Et puis aussi, donc, ce côté plus qu'un 3&D sur le jeu sans ballon, quoi, finalement. Ouais, et puis sur le 3 points, je pense, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est pas tant l'efficacité, puisque si on regarde son pourcentage brut, hein, il tourne en fait autour de la moyenne NBA, quoi. Il est sur ses meilleures saisons, il a une saison à 45, c'est la dernière en 2014-2015, il est à 45%, mais après à Houston, il est autour des 37-36. En 2020, en 2019-2020, il est un peu moins bon, il a 32. Mais il est en efficacité globalement moyenne sur un volume qui est vraiment pour le coup, je me demande si c'est pas lui qui en tirait le plus avec Steph Curry par match, quoi. Oui, et puis il a un volume déjà d'une part qui fait qu'il prend plein de tirs, mais en plus c'est pas des tirs, c'est des tirs un peu compliqués, quoi, finalement, à 3 points. Donc comme tu dis, le 37% d'Eric Gordon, c'est pas le 37% de PJ Tucker, hein, par exemple. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, il a, par exemple, en 2018-2019, qui est la saison avec Chris Paul, hein, il me semble, seulement 52% de ses tirs à 3 points sont assistés. Donc, Oui, voilà. alors il y a la nuance de parfois, c'est sûr, c'est juste sur un dribble où il va juste se faire la feinte et puis faire un dribble. Sur un dribble, non, c'est encore assisté. Techniquement, une Comment il le assist, c'est comptabilise, mais minimum. c'est quoi, c'est deux dribbles, il me Ouais, semble. 2 dribbles Deux ou maximum. trois, Donc, ouais, 2 ou 3. non, Donc, il y avait un vrai côté création tertiaire qui était intéressant. Et malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est que cette perte d'explosivité fait que il a dû plafonner avec un rôle justement de créateur secondaire ou tertiaire au grand max, quoi, et qu'on n'a pas pu avoir un créateur principal comme on semblait pouvoir obtenir en début de décennie. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. L'autre petit bémol, ou en tout cas pour décrire son profil, pas de passing non plus, pas beaucoup de passing. C'était peut-être un peu, c'est un bonus qu'on aurait pu avoir mais qu'on n'a pas eu. Et oui, si j'avais noté aussi par rapport aux stats défensives, pourquoi est-ce que les stats défensives ne l'aiment pas beaucoup. En fait, c'était pas non plus un playmaker défensif. Je parle de ça parce que c'est un peu lié au passing. Ouais. C'était quelqu'un c'était pas quelqu'un qui va être perdu dans une défense, mais c'était pas non plus quelqu'un d'extrêmement cérébral ou qui a des instincts de playmaking de fou. Et donc je pense que c'est pour ça que certaines stats ne l'aiment pas beaucoup, c'est parce que c'était pas un créateur d'interception énorme. Et donc au niveau des box scores et comment est-ce qu'eux ils font leurs calculs, etc. Voilà, il est un peu pénalisé comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est aussi comme ça que les stats de Klay Thompson sont un peu pénalisées aussi. C'était pas non plus un playmaker défensif de fou. Mais bref. Et finalement, son pic de valeur pour moi, c'est que il n'était pas élite face au ballon, mais il avait plein de valeur dans le switch all, finalement, où il pouvait tenir beaucoup de postes, notamment avec sa polyvalence, où il a un peu une taille derrière, mais un gros buste, et donc même sur des un peu plus gros, il pouvait tenir, quoi. Du coup, et son minutage de playoff, 1800 minutes, c'est dans le top 50, c'est 48e, parce qu'on me demande les stats de playoff à chaque fois. Donc plutôt pas mal, mais bon, malheureusement un peu handicapé par toute la première moitié de décennie, on va dire.
Et donc, au niveau du classement, commençons un peu les difficultés. Où est-ce que toi, tu l'imaginais? Bah alors, avant d'en discuter, ne fais pas de Chris Eric, s'il te plaît. Je l'imaginais entre Harrison Barnes et PJ Tucker. Donc 48-49. Ah oui. Mais non, maintenant qu'on en a parlé, si on donne un peu plus de valeur à ces années pré-Houston, ce que j'avais pas forcément fait, entre Tyson Chandler et JJ Redick, 38-39. Autour de la 38-39e place. Ok. Tu l'avais où, toi? Bah, je l'imaginais plutôt zone Gordon Hayward et Wes Matthews. Autour du coup de la 26-27e Ah ouais. place. Ouais. Ah ouais. Bah, en fait, comment dire? Je pense qu'au moins, il y a 17, 18, 19, 20 qui sont 4 années de valuable, de très valuable dans son rôle, qui est plus qu'un rôle de trendy, clairement. C'est presque un rôle d'ailleurs au début qui est un peu de créateur secondaire, donc ça compte pour moi. Et ensuite créateur tertiaire, mais presque créateur troisième homme presque de luxe, j'ai envie de dire, dans des équipes qui sont taillées pour le titre, à Houston, hein, avec Chris Paul et Harden. Donc il y a ce côté-là. Il y a quelques bonnes saisons aussi aux Pelicans, pas non plus à jeu, voilà, pas extraordinaire, mais pas non plus rien du tout, quoi. Et puis une première année, bon, ça, je veux bien un peu l'oublier, mais aux Clippers. Mais bref, je trouve qu'il y avait en plus un peu un côté longévité. Et surtout pour te dire, en fait, c'est sur le profil. Pour moi, je mettais un peu au même niveau que Wes Matthews, on va dire, peut-être même avec un peu au-dessus sur le côté offensif. Après, il y a peut-être deux nuances à apporter à ma réflexion. C'est d'abord le minutage n'est pas le même, il n'y a pas la même longévité à proprement parler à cause des blessures. Et puis, par rapport aussi à quel point est-ce qu'on évalue la défense de Gordon, peut-être que la défense de Wes Matthews, par exemple, peut compenser. Ouais, je t'avoue que ça me paraît un peu haut. Ouais. Parce que oui, effectivement, il y a ces 4 saisons. Et encore 19-20, tu vois, j'aurais tendance à la compenser parce qu'il y a la blessure, parce qu'il est en panne avec son adresse à 3 points aussi. C'est hein, vrai, et ouais. 32%, comme je disais. Donc attends, faisons les comptes. On enlève la 2020 presque, parce qu'il fait que 30 matchs. On enlève la saison où il est blessé au Hornets 2012, parce qu'il est complètement blessé. Ouais, c'est vrai que donc il reste 8 saisons. Non, je veux bien entendre. Mais tu vois, j'aimais bien le fait de le mettre un peu dans ce groupe-là de. Alors, Gordon Hayward a eu un pic plus haut, mais aussi un peu plus irrégulier, il met du temps à arriver. En plus, après, il y a les blessures. Wes Matthews, c'est plutôt typé défenseur, mais de le mettre autour de la zone Batum et Gallinari, qui actuellement sont par là. Ça me va parce qu'il a quand même 8 saisons qu'on comptabilise, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Il a la chance d'avoir été drafté en fin de la décennie d'avant et d'avoir tenu toute la décennie, quoi. Un timing parfait pour lui, quoi. Parce qu'en plus, il se blesse on va dire 2020 un peu plus sérieusement. En tout cas, ça commence un peu à se détériorer, mais on est hors décennie pour nous, quoi. 2021 et 2022 sur des équipes de Houston pas trop compétitives. Écoute, je veux bien couper la poire en deux. Donc je te dis, je l'avais au-dessus de Gordon Hayward. Je veux bien le descendre par rapport à Wes Matthews, Hayward, Batum et Gallinari. Si on le met entre Gallinari et Paul Pierce, par exemple. Ça me va très bien. Et encore que Paul Pierce, on en a parlé avec Tom la dernière fois, il y a que 5 saisons, mais dont 3-4 qui sont quand même des rôles majeurs. Ouais, moi c'est ça, tu vois, c'est que... Ouais, je veux bien, mettons-le derrière Pierce, alors. Compliqué à classer, compliqué. C'est la partie la moins amusante de classer. Ou alors la plus amusante, parce que c'est le chaos total. Ouais, c'est ça. Écoute, mettons-le là pour l'instant, si ça te va. Parfait. Comme ça, on est pile entre nous deux. Non, peut-être pas pile, mais... si, pile après mon reclassement, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Mon classement initial, on est un peu plus bas. Exactement, c'est comme ça que j'avais noté. Donc là, actuellement, on a du Gordon Hayward, Wes Matthews, Batum, Gallinari, autour de la 30e place. Et ensuite, Paul Pierce et donc Eric Gordon. Et ensuite, on a des Kobe Bryant et Joel Embiid qui n'ont que 3-4 années à peine, même 3, hein, tout simplement, sur la décennie. Donc, il y a le côté longévité peut-être de Gordon qui joue. Mais ok. Ok pour ce classement. Et donc, petit quiz. Je t'ai dit en antenne que je t'avais préparé un des quiz les plus durs de la saga. Ah, super. Ce n'est pas celui-là, t'inquiète pas. C'est pour plus tard. Me mets pas la pression, parce que là, si ça avait été mauvais, on aurait pu... c'est exactement ce que je fais, c'est je te mets la pression. Ouais, super, c'est parfait. Non, alors,
Je suis allé chercher une équipe pour essayer un peu de dépeindre toute la décennie. Il a fait les Rockets, mais on les connaît bien. Les Clippers 2011, on l'a déjà fait. Du coup, je suis allé chercher les Pelicans qui font les playoffs en 2015. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs des Pelicans qui font les playoffs, donc saison 2014-2015, où Eric Gordon participe évidemment? Alors, on a Anthony Davis. Ouais. On a Drew Holiday. Ouais. On a Tyreke Evans, est encore là. Mm-hmm. Le fils Rivers. Exactement, Austin Rivers est encore là. Avant de partir aux Clippers. Tout à fait. Alors, pour t'aider un peu, le poste 4, c'est un poste 4 shooter qui justement l'a suivi à Houston. Non, Ryan Anderson? Non. Exactement, oui, Ryan Anderson. Ah ouais, ok. En termes de pivot, on a quelqu'un qui était plus titulaire, qui avait été un backup de grande qualité à Chicago en début de décennie. Ensuite, qui avait signé à Houston. Oui, Omer Asik. Exactement, Omer Asik est dans cet effectif. On avait aussi un de mes tout premiers chouchous parmi les joueurs pas sexy que j'adore, moi, les Torrey Craig, etc. Un 3&D qui a commencé à Memphis. Oui. Qui avait un rôle assez important cette année-là. Donc ça me faisait plaisir parce que lui et Tyreke Evans, que j'adorais aussi, avaient été plutôt bons. Ouais, c'est bon, je l'ai. Pondexter. Exactement, Quincy Pondexter est là. Ouais. On avait le backup de Mario Chalmers à Miami, qui là était venu. Norris Cole était là, tu t'en souvenais? Qui est venu en France, c'est pour ça que je me rappelais, qui a joué longtemps à Lasvel. Enfin, longtemps, oui. Il a fait 2-3 saisons à Lasvel, et puis après il est parti à Monaco. On avait un pivot français d'ailleurs. Aginsa. Alexis Aginsa fait partie de cette équipe. Qui avait 47 sur Touquet à l'époque. C'était, je pense, la pire note du jeu. Ils sont jamais descendus en dessous de 50. On avait un poste 4 assez athlétique qui a fait plein d'équipes. Non, je sais pas trop comment te le faire deviner. C'était Dante Cunningham qui était par là. Ah ouais, non, ça. Il a fait pas mal d'années. Qui c'est que je peux te faire deviner? Aussi, on avait quelqu'un qui avait été drafté par les Kings. Un shooter devant Klay Thompson. Jimmer Fredette. Jimmer Fredette était là. Il complétait la rotation extérieure avec Gal Mekel était par là. Tony Douglas et Nate Walters aussi pour la rotation un peu des meneurs. Et puis on avait, alors je sais pas si toi tu vas l'avoir celui-là, un pivot qui avait été élu défenseur de l'année 2013 en NCAA. Kansas. Non, je l'ai pas. Non, tu l'as pas. C'est Jeff Whitey. Je sais même pas si tu te souviens de Jeff Whitey. Non, le nom me dit quelque chose, mais défenseur de l'année. Défenseur de l'année, co-défenseur de l'année 2013 en NCAA. Après, bon, je t'épargne les Luke Babbitt, les Darius Miller, les Elliott Williams, qui sont des noms génériques qu'on retrouve dans chaque équipe, j'ai l'impression. Mais Darius Miller qui est resté longtemps chez eux, il me semble. Oui, mais comme un peu Cunningham, Dante Cunningham. Et puis d'ailleurs, on avait aussi John Salmons qui était par là. Voilà. Oui, il est un peu partout dans la décennie. Oui. John Salmons. Ouais.